Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match de cette demi-finale aussi inattendue qu'incroyable, la première pour le continent africain, l'occasion du côté français de se retrouver à 90 minutes du premier doublé en Coupe du Monde au 21e siècle, c'est absolument démentiel. Bref, installez-vous, on va analyser tout ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot où vous trouverez des maillots d'excellente qualité, non officiels mais à un très bon prix avec souvent des réductions sur les lots que vous retrouverez en description avec mon code promo qui vous offre 10% sur votre commande. Il y a des maillots de toutes les équipes avec n'importe quel flocage ou badge disponible, vous pouvez l'assortir avec le short qui va avec ou un survêtement. Et en période de Coupe du Monde, c'est valable aussi pour les sélections nationales. Au niveau de la taille, je vous conseille de prendre un peu au-dessus de vos habitudes. Ça taille petit, mais il y en a pour tout le monde. Il y a aussi de la NBA et de la Formule 1. Si ça vous intéresse, tout est en description. Comptez 3 petites semaines pour la livraison qui est gratuite à partir de 79 € d'achat, ce qui équivaut à 3 maillots achetés. Évidemment, les coutures sont excellentes et les flocages résistants si on ne les lave pas à 60 degrés, évidemment. N'hésitez pas à aller y faire un tour et pourquoi pas vos achats. Merci à ZoFoot, c'est eux qui régalent. C'est à l'extérieur que les Français devraient jouer demain dans un stade où 45 000 Marocains sont attendus contre 4 000 Français. En même temps, le Royaume du Maroc a fait un geste absolument remarquable pour sa population. À l'heure où les stades de foot rassemblent l'élite de nos sociétés, la Coupe du Monde au Qatar pousse à son paroxysme cette tendance. Et en tant que supporter parisien, on est bien placé pour parler du prix des places pour aller au Parc des Princes qui favorise les catégories aisées. Eh bien, dans cette conjoncture, la compagnie aérienne Royal Air Maroc a affrété pas moins de 30 vols entre Doha et le Maroc, c'est un véritable pont aérien, au prix qui ne bouge pas, de 450 € aller-retour. C'est dérisoire quand on voit la quantité de demandes par rapport à l'offre, ils auraient pu faire du business, ils s'en sont passés pour permettre aux populations de s'y rendre, et ça fait plaisir. Évidemment, nos médias en parlent très peu, puisque le cadrage médiatique de cet avant-match est axé, sur le débat à qui supporter quand on est binationaux. Pardonnez-moi, dans cette vidéo, on fera l'impasse là-dessus parce que j'en ai rien à branler de qui supporte qui. Et ensuite, sur les possibilités de troubles à l'ordre public après le match. Bref, les cassages et tout le bordel. Ça laisse déjà une idée des images qu'on devrait voir jeudi matin, bien sûr. Aucune analyse sur le match. Tout va être focus sur les pare-brises pétés, les voitures brûlées, s'il y en a, bien évidemment. Vous connaissez nos médias qui pourrissent, comme d'habitude, l'approche d'un tel événement qui est absolument historique. Donc tout ça, on le délaisse pour se concentrer non pas sur la politique, les questions de civilisation, d'islam et tout ça, mais la géopolitique. Vous le savez, on a un président qui, depuis les législatives de juin, a délaissé complètement la politique nationale. Il l'a laissé à Elisabeth Borne et ses nombreux 49-3 parce qu'il a compris que là, voilà, avec la composition de l'Assemblée nationale, c'est difficile de légiférer. Donc en gros, là, il va chercher son prix Nobel de la paix à l'international, notamment sur la guerre en Ukraine. Il est allé à Bali, en Thaïlande, plus récemment voir son pote Joe Biden aux États-Unis, et là, il va se rendre au Qatar. Mais cette rencontre, si on veut lier politique et sport, là, il y a un vrai sujet, et donc je vais le développer puisque pas grand monde en parle. D'abord, les relations France-Maroc qui se sont rafraîchies ces dernières années, voilà, je n'abuse pas mes termes. Notre ambassadrice là-bas a démissionné en septembre. En même temps, c'était un petit peu une bille. Et puis, il y a eu plein de dossiers assez compromettants. Vous le savez, le Maroc a une attitude très occidentale. Mais ces dernières années, c'est même plus occidental. C'est plus anglo-saxonne que francophone. Dans la mesure où, sur le dossier du Sahara occidental que je ne développerai pas, ils ont le soutien des États-Unis. Or, de son côté, la France maintient une position un petit peu le cul entre deux chaises, pas tranchée en fait. On soutient ni le Maroc ni l'Algérie pour maintenir nos relations, nos intérêts peut-être aussi, avec chacun des deux pays. Donc là-dessus, le Maroc nous reproche bien évidemment de ne pas prendre position clairement. En septembre 2021, on a eu une belle crise puisqu'on a pris la décision de diviser par 2 le nombre de visas accordés aux ressortissants marocains et algériens. On a réduit aussi de 30% pour les ressortissants tunisiens. Donc ça a été vu évidemment comme une arrogance française. On a eu aussi l'affaire Pegasus, un logiciel espion qui aurait espionné 50 000 personnes, dont Emmanuel Macron, au profit du Royaume du Maroc, qui a évidemment condamné ces accusations avec la plus grande fermeté. Mais dans tous les cas, tout ça pour dire que les relations entre la France et le Maroc sont un petit peu tendues en ce moment.
Et Macron sera au stade, probablement aux côtés du roi du Maroc, Mohamed VI. Cet événement pourrait permettre un petit peu aux deux de se rapprocher, hein, parce que Macron, il est gentil à aller aux États-Unis qui prennent des plans qui sont au désavantage total des industries européennes. Mais dans tous les cas, voilà, dans cette région du monde, il y a quelque chose à faire. C'est un vrai dossier auquel Macron devrait s'atteler prochainement. Et ça pourrait peut-être être un point un point pivot, on va dire, cet événement. En notre faveur, en la faveur évidemment d'un assouplissement des relations. Et puis surtout, il y a les relations France-Qatar. En ce moment, on nous fait croire que la France est au pied du Qatar, à genoux face à l'émir Nasser et tout ça, parce que le Qatar a investi 25 milliards dans notre économie, nous ont acheté plein de rafales. Mais ça, c'était du temps de Sarko. Aujourd'hui, c'est Macron qui est en place. Alors oui, il va se rendre au Qatar. Oui, il a fait une déclaration. Il a pris position dans les débats sur la Coupe du Monde en disant il ne faut pas mélanger politique et sport. Donc, en gros, il n'a pas vraiment condamné. La ministre des Sports est d'ailleurs à Doha depuis un certain temps déjà. Mais, dans tous les cas, avec l'émir, c'est pas l'idylle, comme ça a pu l'être avec Nicolas Sarkozy. Par exemple, Macron s'est vraiment rapproché dans le Golfe. Son vrai pote, hein, c'est Mohamed Ben Zayed, le prince héritier d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, avec qui, là, il y a une vraie relation. Ce qui a un petit peu crispé, évidemment, Al-Thani, qui reproche un petit peu à Macron de trahir le couple franco-qatari, qui était vraiment à son paroxysme dans les années 2010. Par exemple, pour illustrer ça, on peut prendre le fait que, alors en ce moment, c'est révélé au grand jour avec l'Union européenne, le Qatar donne des cadeaux à tous ses partenaires diplomatiques. Voilà, si tu es un parlementaire, tu vas recevoir une Rolex. Si tu es un ministre, par exemple, ce sera une Audemars Piguet. Et ça a été le cas de Bruno Le Maire quand il était ministre de l'Agriculture, c'était décennie 2010. Il a reçu une Piguet, oui je crois, bon bref, une montre à valeur 80 000 euros, qu'il a remis du coup au mobilier national français, mais qu'il a accepté de la part du Qatar. Macron, en 2017, quand il rencontre l'émir, il ne remet pas tous les cadeaux qu'il a reçus au mobilier national, il le renvoie à Doha. Évidemment, dans l'ordre protocolaire, ça crispe. Voilà, tout ça pour illustrer un petit peu des relations et avec le Qatar et avec le Maroc qui sont un petit peu tendues, je dirais pas tendues avec le Qatar, mais avec le Maroc c'est clairement le cas. Donc cet événement, voilà, si les médias voulaient un petit peu nous instruire et parler d'autres sujets que ce qui les anime et qui surtout fait vendre, ils auraient pu axer là-dessus. Maintenant, parlons de foot, bien sûr, puisque du côté marocain, on est sorti d'une poule absolument dantesque. On a battu la Belgique, fait match nul contre la Croatie, et battu le Canada pour terminer premier d'une poule très relevée. On a battu l'Espagne après prolongation et penalty, 3-0 au penalty, 1-0 contre le Portugal ce week-end. Et donc, on se présente face à cette France avec une belle production offensive, des lacunes défensives, une phase de poule réussie, même si entachée par cette défaite contre la Tunisie, hein, le recours auprès de la FIFA n'a pas donné gain de cause à la France pour l'annulation du but de Griezmann. Et puis une phase finale avec un match contre la Pologne globalement maîtrisé et contre l'Angleterre, voilà, où on n'a globalement jamais autant souffert. Et je pense que j'englobe aussi la Coupe du Monde 2018. Bref, un match qui probablement est fondateur. Moi, je disais, après la défaite du Brésil vendredi soir, que ce match contre l'Angleterre était clairement la finale avant l'heure, en termes d'affiche, pas en termes de parcours. Voilà, non pas que si tu gagnes l'Angleterre, ça y est, tu as la voie royale pour aller gagner la Coupe du Monde, mais clairement en termes d'affiche, c'était pour moi la finale de ce tournoi, ce France-Angleterre. Bref, bon, comme vous l'avez compris, la France arrive avec des ressources déjà physiques un petit peu plus sophistiquées que le Maroc, qui a déjà beaucoup de joueurs incertains, d'autres qui poussent sur les organismes. On sait qu'Achraf Hakimi joue depuis le début du tournoi avec une petite gêne. Aguerd, Mazraoui, Romain Saïs sont très incertains, mais attention, tout ça est comblé par une qualité mentale absolument incroyable, des remplaçants qui se hissent au niveau comme ils l'ont montré contre le Portugal, un groupe au-delà d'une équipe en fait qui est absolument sensationnel, bien évidemment. Ils seront poussés par les 45 000 supporters, ça c'est important bien évidemment, hein, parce que ça va les transcender, les Marocains, quand les Français devront jouer à l'extérieur, comme j'ai dit. Ça peut nous pousser par exemple à dire qu'il faut absolument éviter les prolongations, puisque d'un point de vue émotionnel, ils seront transcendés. Les pénaltys aussi.
Mais là, évidemment, Bounou est bien meilleur qu'Hugo Lloris dans cet exercice. Donc, premier enjeu, plier sur le temps réglementaire. On a les ressources physiques. Peut-être que psychologiquement, voilà, les Marocains, là, ils ont battu tout le monde. C'est absolument incroyable. Il n'y a pas de statut sur demain. Il n'y a pas de favori, bien sûr. Ça reste du foot, même si la Coupe du Monde, c'est pas la Ligue des Champions. Tous les facteurs tactiques, physiques sont un petit peu délaissés au profit de la sublimation mentale, on va dire, de l'événement, comment les joueurs vont aller puiser dans leurs ressources. Mais globalement, voilà, le Maroc a joué par exemple la prolongation contre l'Espagne quand la France a bouclé tous ses matchs dans le temps réglementaire. La France a fait tourner dans sa totalité, quasi, son équipe contre la Tunisie pour laisser à ses cadres une semaine totale pour préparer la phase à élimination directe. Donc, voilà, on a quand même un léger avantage. Contre l'Angleterre, on a montré qu'on était capable de gagner sans Mbappé, qui devrait arriver face à son grand copain Achraf Hakimi. Il y a un vrai storytelling autour de ces retrouvailles. Dans tous les cas, Achraf est fatigué quand Mbappé n'a pas fait grand-chose contre l'Angleterre, donc va arriver en grande forme, même si, encore une fois, bon, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un match dans lequel Mbappé va briller, parce que les Marocains sont très très forts pour... voilà, défendre en surnombre, hein. Les ailiers font les efforts, Ziyech, Boufal. Les milieux de terrain viennent combler l'espace dans les demi-espaces. Bon bref, c'est très très compact, hein. C'est la qualité première de ce bloc marocain. L'assise défensive, c'est la meilleure défense de la CDM. Ils ont concédé évidemment peu d'occasions et c'est difficile d'avoir des tirs cadrés, hein. Voilà, il y a une grosse différence quand tu affrontes le Maroc entre un tir et un tir cadré. Très difficile de s'immiscer dans la surface, avoir un vrai angle de tir qui te permet d'ajuster. Ils ont encaissé qu'un seul but, donc ça évidemment c'est très important, et ils ont eu le ballon un tiers du temps. Cette statistique, l'équipe de France a l'habitude de la prendre à contre-pied. Contre la Pologne, on l'a vu, hein, ils n'ont jamais tiré autant que contre nous, jamais autant eu le ballon que contre nous. En même temps, on est très agaçant à ne pas presser. On va voir, pour moi c'est la clé de ce match, tactiquement, comment la France va l'aborder au niveau de la possession. Est-ce qu'on va... Bon, déjà le Maroc, c'est quasi sûr qu'ils vont nous laisser le ballon, mais est-ce que nous, on va se battre vraiment quand on va le perdre pour le récupérer? Est-ce qu'on va mettre en place un pressing à la différence du match contre l'Angleterre samedi? C'est toute la question et tout ce qui va modeler, on va dire, toutes les phases de ce grand match, cette grande demi-finale. Bon, bien sûr, offensivement, on a une production qui est absolument énorme, hein, qui est venue prendre à contre-pied, hein, ce début de Coupe du Monde qui était globalement assez pauvre, beaucoup de 0-0, même si bien sûr dans la dimension mentale, symbolique, cette Coupe du Monde est absolument incroyable et l'exploit du Maroc en témoigne bien sûr. Défensivement, c'est compliqué. Voilà, Upamecano a fait un match globalement moyen contre l'Angleterre. Théo Hernandez fait des erreurs et a vraiment besoin de l'apport d'Adrien Rabiot. Jules Koundé, alors ce côté droit il est un peu bizarre, même si Jules Koundé, j'aimerais noter son gros match contre l'Angleterre. Peu de gens en ont parlé, mais aussi dans les relances. Bon, déjà, il a pocket Phil Foden. Et ensuite, dans les relances, il a vraiment été très très intéressant, très juste techniquement. J'ai plutôt apprécié, parce que de l'autre côté, on a un milieu de terrain qui prend ses marques, qui est très complémentaire, qui a un vrai apport, bien évidemment. Il est exceptionnel, notre milieu, mais le petit défaut qu'on pourrait lui trouver, c'est qu'avec ballon, difficile de le faire progresser. Tchouaméni, Rabiot font pas le lien entre la défense et l'attaque. C'est pour ça que c'est difficile de sortir Griezmann dans un match, parce qu'il y a globalement que lui qui réussit à connecter les Mbappé et Dembélé avec nos défenseurs. Par exemple, Upamecano, ses qualités à la relance, sa conduite de balle, ses capacités pour casser les lignes, elles sont décuplées quand tu as Tchouaméni, Rabiot qui participent pas vraiment à ces phases de jeu. Voilà. Et donc c'est toujours bien d'avoir un Jules Koundé qui aide, surtout quand ton premier rempart et surtout ton premier relanceur, Hugo Lloris, t'envoie des parpaings. Comme Keylor Navas au PSG, les qualités de relance sont absolument atroces. Contre l'Angleterre, c'était horrible. Incapable de garder le ballon à la retombée tout simplement. Et on le rendait à chaque fois 10 secondes après l'avoir récupéré. Mais de toute façon, Lloris est vieux, on ne va rien y changer. C'est depuis la nuit des temps qu'il est comme ça, qu'il est pas très très bon au pied. Moi, je laisserais Upamecano tirer les 6 mètres. Mais bon, c'est comme ça. Et puis en plus, Raphaël Varane, même si c'est un défenseur de classe mondiale, les qualités à la relance, c'est pas les plus développées dans sa palette. Du côté des Marocains, bon d'abord on a Yacine Bounou. Alors Luis Enrique était en live hier avec le streamer Ibai et il a dit que avant leur match contre le Maroc, donc les Espagnols, ils ont analysé Bounou sur penalty et ils en ont tiré une conclusion statistique. Il a plongé du bon côté 80% du temps.
Je sais pas si on se rend compte. Alors bien sûr, il n'a pas arrêté toujours, hein, il n'a pas arrêté 80% de ses pénaltys, mais 80% des pénaltys qu'il a eu à jouer, il a plongé du bon côté. C'est absolument incroyable. Donc là-dessus, bien sûr, il faut absolument éviter d'aller au bout de la prolongation, hein, parce que quand on connaît Lloris, qui en plus d'être un mauvais relanceur, est pas bon sur les pénaltys, peine à les arrêter, ce serait quand même assez compliqué. Bref, bon, la défense, comme je l'ai dit, bien sûr, le sens de l'effort, voilà, c'est une équipe qui se sublime, qui va s'aider les uns les autres. Les sorties de balles, comment ne pas penser à ce match contre le Portugal où ils ont été absolument incroyables techniquement, tactiquement, dans une Coupe du Monde qui est globalement assez pauvre, hein, dans cette dimension. Je prendrai l'exemple de l'Espagne, qui a vite été au premier plan après leur victoire 7-0 contre le Costa Rica, pour au final aligner 1000 passes contre le Maroc et être incapable de marquer un but. Voilà, je l'ai déjà développé dans une autre vidéo, Luis Enrique manquait d'individualité, donc il a misé sur la structure collective. Malheureusement, ça a été assez stérile, hein. La France, par exemple, bon, tactiquement, pas grand-chose à tirer du match contre l'Angleterre. L'Allemagne est sortie. Le Brésil, pareil. Voilà, aucune équipe a vraiment été enthousiasmante techniquement et tactiquement. Vous me direz, en fait, il y a un gap entre la Coupe du Monde et la Ligue des Champions. Si tu veux voir des losanges, du contre-pressing et tout le bordel, ok, tu vas regarder la Première Ligue, tu vas regarder la Ligue des Champions. Si tu veux une grosse dimension émotionnelle, pas de statut entre les équipes et des difficultés à parier, c'est évidemment la Coupe du Monde qu'il te faut. Voilà, maintenant, le Maroc a réussi à apporter cette dimension-là, et ça, c'est à souligner bien évidemment. Et puis, bon, leur attaque qui est globalement efficace, mais je trouve que c'est quand même à nuancer. Ils ont croqué par moments, hein, il y a des occasions qu'ils ont loupées. Pour nous, bon, il va falloir faire moins de fautes dans nos 25 premiers mètres. Alors, on en a fait beaucoup contre l'Angleterre, à commencer par le pénalty idiot complètement de Théo Hernandez. Par exemple, le Maroc contre le Canada ont été très très bons. Non, pardon, c'était contre la Belgique qu'ils étaient très très bons sur coup de pied arrêté. Et puis, les pertes de balles un petit peu idiotes, hein, un petit peu plus haut sur le terrain, là, qu'on a observé contre l'Angleterre, ça, pas bon. Voilà, ils sont capables de se projeter très rapidement. Ils ont les qualités techniques et surtout individuelles pour nous faire très mal, ces Marocains. Et puis surtout, presser plus, quoi. Moi, j'attends de cette équipe de France qu'elle soit plus enthousiasmante en matière de pressing. C'est juste honteux. Alors, peut-être que d'un côté, Deschamps a raison. Hein, le football en sélection, comme je disais, c'est pas la Ligue des Champions. T'as pas le temps, quand tu prépares un tournoi, de mettre en place un contre-pressing, tout le bordel. Mais à un moment donné, laisser autant d'espace dans le rond central à l'adversaire, autant de possibilités de trouver des relais, des circuits de passe à l'intérieur du jeu, c'est juste nul, quoi. Combien de fois ils ont trouvé Bukayo Saka entre nos lignes sans que nous, on ait aucune alternative, quoi. Rien, zéro. À la limite, ok, tu peux ne pas presser, mais t'essayes d'orienter par exemple l'adversaire sur le côté, tu vois ce que je veux dire. Nous, on fait même pas ça. On fait rien. Et ça rend dingue. Ce match contre l'Angleterre m'a rendu fou dans cette dimension-là. C'est dingue de voir en fait les premiers relanceurs adverses être dans un fauteuil comme ça. Giroud, Mbappé, Griezmann, personne ne court. Quand il y en a un qui fait un effort, alors parfois c'est Rabiot. Surtout le peu qu'on fait, ça paye. Le peu qu'on fait, ça paye. Voilà. Contre la Pologne, le peu qu'on a fait, ça a donné des situations d'occasion très très nettes en première mi-temps. Contre l'Angleterre, on a poussé par moment le gardien à dégager, à envoyer un parpaing en touche. Mais c'est trop peu globalement, c'est 2-3 fois par mi-temps qu'on fait ça. C'est juste ridicule. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'énerve dans cette équipe de France. Et puis enfin l'importance du premier but, hein, parce que bien sûr le Maroc peut être assez décontenancé une fois mené, puisqu'ils n'ont jamais été dans cette Coupe du Monde quand les Bleus ont été piqués au vif, hein, par les Australiens par exemple. On s'en souvient bien sûr, et puis les Tunisiens aussi. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Niveau pronostic, c'est très difficile de se prononcer. Bien évidemment, je suis derrière les Bleus et je pense qu'on va s'imposer sur un score de 2-1. Allez, je mise là-dessus, mais c'est sans grande conviction. Match fantastique. Profitez du foot avant tout, bien évidemment. Et puis, voilà, on a hâte de voir qui va se hisser en finale, bien évidemment. Ça va être très 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 chaud. Il n'y a pas de statut, tout simplement, face à cette confrontation exceptionnelle et surtout pour l'histoire. Bref,
N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, rendez-vous. Alors je sais pas si je débrieferai demain, vous l'avez vu, je débriefe pas les matchs des Bleus parce que je les regarde en famille tout simplement. Peut-être que demain j'essayerai de m'isoler pour débriefer juste après ce match. Voilà, si je le regarde dans sa dimension tactique, pour avoir bien évidemment des choses à dire. Bonne soirée à tous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, le petit point géopolitique aussi pour essayer de se changer les idées par rapport au cadrage médiatique auquel on a affaire. Ciao les amis et surtout prenez soin de vous avant tout, que le meilleur gagne, entre nous les coqs gaulois et nos amis marocains. Ciao les amis.